Un jour à Paris en 1900, un émissaire d'un certain roi entra dans une maison close de la capitale française. Elle agissait au nom de son employeur, Léopold, deux âgés de 64 ans. La jeune fille recherchée était Caroline Lacroix, 16 ans. Cela lança l'une des affaires royales les plus scandaleuses d'Europe, faisant de Lacroix la femme la plus détestée de Belgique et une multimillionnaire. Explorons donc son histoire, même si elle est principalement connue aujourd'hui sous le nom de Caroline Lacroix. La femme qui allait devenir la maîtresse du roi de Belgique est en réalité née sous le nom de Blanche Célia Joséphine de Lacroix, le 13 mai 1883 dans la ville de Bucarest, au royaume de Roumanie. Son père était Jules de Lacroix et sa mère Catherine Joséphine Sébille. Les détails de sa jeunesse sont rares et ont acquis une dimension mythique à cause de la suite de sa vie. Certains disent qu'elle était le 13e enfant de ses parents, d'autres que son père était diplomate français. Affecté à Bucarest lors de la naissance de Blanche, certains le décrivent plus modestement comme concierge à la légation française. D'autres sources le suggèrent aussi. En parallèle de son travail, il se lançait dans des affaires opportunistes en Roumanie, pays économiquement important grâce à sa richesse pétrolière durant l'industrialisation européenne. Quelle que soit la vérité, il est certain que la famille n'a pas fait fortune. Blanche a travaillé comme serveuse de bar jeune. À la fin des années 1890, encore adolescente, elle travaillait déjà dans son bordel et s'est fait appeler Caroline. À la belle époque, à Paris, il était fréquent que ce métier soit exercé sous pseudonyme. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle attire l'attention de certaines personnalités très importantes. De toute évidence, Caroline s'était déjà fait une réputation en 1900, alors qu'elle approchait de son 17e anniversaire. Et c'est justement à cette époque que Léopold II roi des Belges, depuis 1865, était en visite dans la capitale française. À cette période, Caroline était la maîtresse d'Antoine-Emmanuel Durieux. Ex-officier militaire français de 18 ans, son aîné Durieux jouait également le rôle de ce que nous appellerions aujourd'hui un proxénète, quelqu'un qui organisait des rencontres entre elle et des clients fortunés. Ils formaient un couple étrange. Durieux était joueur et, malgré ses revenus, ils étaient toujours en retard pour payer leurs factures. Séjournant dans le luxueux Élysée Palace dans la capitale, c'est à ce moment-là que Léopold visitait la France et entendit parler de Caroline Lacroix. On disait qu'elle était grande, gracieuse, avec des formes généreuses, un teint délicat et beaucoup de cheveux châtains. Intrigué, il envoya un membre de son personnel à l'Élysée Palace où elle dit « Madame, un monsieur vous a remarqué et m'envoie vers vous. C'est un personnage de très haut rang, mais sa position éminente m'oblige à taire son nom. » Une rencontre avec Léopold fut organisée dès le lendemain, selon les mémoires de Caroline, qu'elle publia des décennies plus tard. Elle devint immédiatement la maîtresse de Léopold lorsqu'il l'invita à voyager avec lui en Autriche. Après la première rencontre et un arrangement conclu, selon lequel Durieux fut indemnisé une fois la relation rendue publique, l'implication de Léopold avec Delacroix devint rapidement un scandale public. Bien qu'il ait eu d'autres maîtresses avant de gagner le surnom de roi des Belges et des belles femmes, sa liaison avec Caroline était différente de toutes les autres. C'était une roturière fière, vive, peu instruite, ancienne prostituée, alors qu'il avait près de 50 ans de plus qu'elle. Léopold était également toujours marié à sa femme de longue date, Marie-Henriette d'Autriche, avec qui il avait eu 4 enfants, 3 filles encore en vie et un fils décédé dans son enfance. Marie-Henriette mourait en septembre 1902. Mais pendant les 2 ans et demi où le roi fréquentait sa jeune maîtresse, il était un homme marié. Avant même la mort de la reine, le rôle de Caroline auprès de Léopold devenait de plus en plus difficile à cacher. Habituellement, il la faisait voyager sous un faux nom, mais il l'a exceptionnellement emmenée avec lui aux funérailles de la reine Victoria en 1901. Un geste qui scandalisa les cours européennes et choqua Bruxelles lors du décès de sa reine. L'année suivante, les dernières contraintes tombèrent, et la position de Caroline devint plus ouvertement reconnue. Ironiquement, cette exhibition éhontée de sa maîtresse fit perdre à Léopold plus de popularité dans son pays que ses crimes brutaux au Congo, comme nous le verrons bientôt.
Finalement, le couple eut 2 enfants ensemble. En février 1906, un fils nommé Lucien Philippe naquit. Un deuxième fils, Philippe Henri, suivit en octobre 1907. La naissance de 2 fils hors mariage compliqua encore la relation. Le seul fils de Léopold avec sa première épouse était mort enfant. Les femmes ne pouvaient pas accéder au trône selon la loi belge. Il fut tenté de reconnaître ses fils issus de sa relation avec la Croix afin que l'un de ses enfants puisse lui succéder. Finalement, il ne le fit jamais, et à sa mort en 1909, il fut remplacé par son neveu, Albert. Des rumeurs ont circulé après la mort de son épouse, affirmant que Léopold aurait épousé Caroline en secret. Une union scandaleuse, même sans son passé de courtisane, ni leur grande différence d'âge. Cela car une telle union était jugée morganatique, c'est-à-dire entre personnes de rang social inégal. Alors que de tels mariages sont largement acceptés à l'époque moderne, jusqu'au milieu du XXe siècle, on s'attendait à ce que les conjoints royaux viennent d'autres maisons royales ou de la plus haute aristocratie. Toute infériorité était vue comme une violation de la convention dynastique et suscitait une forte opposition. Ces rumeurs ont culminé en 1906 quand des journaux internationaux ont affirmé que Léopold avait épousé Caroline. Par exemple, juste après Noël 1906, le journal The Star en Nouvelle-Zélande a publié un portrait d'elle, intitulé « L'épouse morganatique du souverain de Belgique ». Il suggérait essentiellement, sans fournir aucune preuve, qu'un mariage avait déjà eu lieu, que Caroline était déjà dans un mariage morganatique avec Léopold. Elle complotait pour que ses enfants soient reconnus dans la succession au trône de Belgique. En réalité, il n'existe aucune preuve suggérant qu'une telle union précoce ait jamais eu lieu. Caroline n'a réussi à convaincre Léopold de l'épouser que dans les derniers jours de sa vie. La rumeur de leur mariage en 1906 est née quand le roi l'a faite baronne Vaughan après la naissance de leur premier fils. Ce mois de février-là, un acte si extraordinaire que beaucoup ont supposé qu'il ne pouvait être scellé que par le mariage. Nous aborderons bientôt les derniers jours de Léopold, mais d'abord examinons ses conditions de vie dans les années 1900. À l'époque, Léopold était l'une des personnes les plus riches de la planète. Ceci était lié à ses possessions coloniales en Afrique, lors du pic de la ruée coloniale. Léopold a obtenu le contrôle du Congo lors du congrès de Berlin en 1884. Contrairement à des pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie qui acquéraient des colonies à travers le continent à l'époque, le Congo n'est pas devenu une colonie de la Belgique. Au lieu de cela, c'était un fief privé appartenant personnellement à Léopold. Au cours des 24 années suivantes, il l'a intensément développé comme source de matières premières telles que le caoutchouc et l'ivoire. Toute la brutalité de son règne a été révélée. Léopold avait envoyé ses forces privées y pratiquer l'esclavage de masse et commettre d'horribles actes pour maximiser ses profits. Au cours de ce processus, il est devenu immensément riche en Belgique. Caroline est rapidement devenue extrêmement impopulaire lorsqu'il est apparu que l'immense richesse que Léopold extrayait du Congo n'enrichissait pas la nation, mais finançait sa vie privée. Avec une femme assez jeune pour être sa petite-fille, Caroline est la bénéficiaire la plus visible de ce pillage. Récompensée par un grand manoir à Bruxelles, doté de personnel et meublé aux frais de la royauté, ainsi qu'un refuge somptueux sur la côte d'Azur, la Villa La Leopolda, et un flux inépuisable d'argent liquide pour satisfaire tous ses caprices. Alors qu'elle voyageait et faisait du shopping en Europe avec le roi, elle se plaignit que ses courses à Bruxelles étaient écourtées à cause des trains. Le roi fit alors retarder d'1 heure le service express, permettant un départ plus tard du centre-ville vers Larkin, où se trouvait son manoir. Mais tout cela venait de l'argent du sang, accumulé grâce aux crimes des fonctionnaires de Léopold au Congo. Elle fut vite connue comme la reine du Congo. En 1908, ces crimes étaient devenus connus en Europe, et le gouvernement belge retira la colonie à Léopold et la plaça sous son contrôle direct. Malgré toutes les richesses qu'elle avait acquises grâce à son amant, Caroline continuait à voir son ancien proxénète, Antoine-Emmanuel Durieux. Il l'avait suivie à Bruxelles et vivait probablement là-bas grâce à l'argent obtenu d'elle. On le voyait parfois entrer et sortir de sa maison.
Ses tentatives de cacher la vérité en se faisant passer pour son frère n'ont marché qu'un temps. Léopold a vite compris et sa jalousie a grandi. Après l'avoir confronté, il ordonna de détruire tous les obstacles visuels entre sa maison et le palais voisin pour surveiller directement elle et quiconque oserait lui rendre visite. Sous surveillance constante. Début décembre 1909, Léopold tomba gravement malade, puis le 12 décembre. Après des années de refus, il épousa enfin Caroline 5 jours plus tard, à l'âge de 74 ans, et fut remplacé par son neveu Albert. La controverse éclata immédiatement. Léopold avait organisé son testament et ses finances de sorte que la majeure partie soit léguée à Caroline ou placée dans des fiducies et des sociétés écrans, pour leurs 2 fils lorsqu'ils seraient adultes. Le montant exact reste incertain à ce jour, mais il atteignait presque certainement des dizaines de millions à l'époque, soit environ 1 milliard de dollars, voire davantage aujourd'hui. La relation de Léopold avec ses filles issues de son premier mariage était tendue depuis des années, et elles se sont partagées environ 6 millions de francs. Ce n'était qu'une fraction de l'immense fortune qu'il avait amassée par ses actes atroces au Congo. De toute façon, c'est surtout l'État belge qui leur a accordé cela, pas le testament de Léopold. Sur son lit de mort, le roi avait même refusé de voir ses filles, mais Caroline était présente lorsqu'il est décédé. Les affaires juridiques ont explosé après la mort de Léopold. Tandis que ses filles cherchaient à obtenir plus de la succession, le roi Albert tenta aussi de récupérer une partie léguée par Léopold à sa maîtresse. Par exemple, elle a été expulsée de la villa La Leopolda sur la Côte d'Azur que le nouveau roi des Belges a réquisitionnée pour la remettre en possession de la couronne belge. Caroline devint alors encore plus détestée par le public belge et, à au moins une occasion, sa calèche fut bombardée de pierres dans les rues de Bruxelles. Pourtant, elle semblait largement indifférente à l'hostilité ou à sa réputation. Elle épousa finalement Duria, qu'elle voyait de temps à autre depuis 9 ans et demi, tout en restant la maîtresse de Léopold. Étrangement, après avoir prolongé leur relation étrange et clandestine pendant près d'une décennie, le mariage s'est avéré être leur perte. L'union s'est vite détériorée et ils ont divorcé en 1913. Caroline a mené une vie fastueuse après la mort de Léopold, ainsi que son second mariage et divorce. Malgré les procès et obstacles, elle avait hérité d'au moins 7 millions de dollars américains, voire plus. En termes modernes, elle a eu plusieurs prétendants nobles européens, mais ne s'est jamais remariée. Son fils cadet Philippe est mort en 1914, mais l'aîné a vécu jusqu'en 1984, portant le titre de duc de Telfuren. La fin de vie de Caroline fut paisible, contrairement aux années 1900 et 1910. Elle vécut paisiblement et confortablement, de façon un peu particulière. Après que la controverse autour d'elle se soit apaisée et que l'Europe l'ait en grande partie oubliée, Caroline décida de faire rédiger des mémoires sur sa vie. Rédigé dans les années 1930, il fut publié en 1937 sous le titre anglais « A Commoner Married a King », raconté par la baronne de Vaughan à Paul Faux. Les historiens traitent généralement les mémoires avec prudence, car beaucoup de faits rapportés par Caroline à Four pouvaient être inexacts ou servir ses intérêts. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale et est décédée dans le sud-ouest de la France le 12 février 1948 à l'âge de 64 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Caroline Lacroix. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir mes vidéos dès leur sortie. À bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.